NWA, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent ou encore Kendrick Lamar n'auraient jamais vu le jour si un seul homme n'était pas entré dans leur vie et avait décidé de les produire. Vers le succès de chacun de ces artistes demeure un génie, le même type au sommet depuis plus de 30 ans. Mais un seul événement survenu encore au début de sa carrière aurait pu tout faire changer. Mais surtout, il dévoile un côté beaucoup plus sombre dans l'histoire de cet individu, une phase de sa personnalité qu'il aura toujours essayé de cacher et dont on ne parle que très peu, celle d'un homme qui bat les femmes. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler de Dr. Dre. Déjà, pour comprendre le degré de ce que Dr. Dre aurait pu perdre à cause de l'affaire à suivre, il serait beaucoup plus judicieux de comprendre qu'est-ce qu'il aurait pu perdre exactement. Et ça, on peut vraiment le voir par l'impact gargantuesque qu'il a eu dans l'industrie. Vraiment, j'exagère même pas, le Boog a littéralement modelé le rap que vous connaissez aujourd'hui. On va alors décomposer l'impact de Dre au fil du temps par sa présence dans 3 labels, Ruthless, Death Row et Aftermath. N'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Le premier grand succès de Dr. Dre, il le trouve avec NWA. Comment ? En produisant la musique du groupe le plus dangereux de la planète. Sur leur premier album, 3/4 des morceaux sont des prods de Dre. Mais c'est pas qu'un simple beatmaker parce qu'il va aussi performer en tant que rappeur, comme dans le son Express Yourself par exemple. Rien que là, on retrouve le caractère multicasquette de Dr. Dre qui va devenir encore plus important par la suite. Survoler NWA serait une grande erreur dans l'étude de cas Dr. Dre. Alors qu'est-ce qui a fait qu'un petit groupe de jeunes de Compton ait pu dominer autant le rap à cette période ? 3 points sont à développer pour répondre à cette question. Premièrement, c'est nouveau. Naturellement, l'être humain aime la nouveauté. Et là pour le coup, c'est complètement innovant. On dirait que c'est rien aujourd'hui, des types qui parlent de leur lifestyle dans le quartier, d'armes à feu ou de femmes. Mais à une époque encore très influencée par New York, le rap c'était plutôt un outil d'expression politique avec Public Enemy. Sans oublier tout le délire Peace and Love de Tribe Called Quest ou de De La Soul. Bah là, l'hyperviolence que décrit NWA, c'est totalement novateur et ça plaît au public. Avec ça, on arrive au deuxième point. C'est choquant. Complètement. Surtout si on remet dans le contexte. Des mecs qui insultent la police, qui décrivent la criminalité de leur quotidien et qui tiennent des propos considérés comme misogynes, ça court pas les rues. Mais par contre, des mecs qui ont le train de vie qu'ils décrivent dans leurs morceaux, il y en a pas qu'un peu. Partout autour des États-Unis, il y a des membres de gangs qui peuvent se retrouver dans les paroles crues de NWA. Et ça aura pour effet de donner un certain sentiment d'appartenance à ces mecs et à renforcer leur musique. Et je précise bien le fait que ça renforce leur musique. Parce que pour que les deux effets précédents puissent réellement être exploités, le plus important avant tout, c'est la qualité de leurs morceaux. C'est le troisième point. Parce qu'avant tout, pour que des mecs achètent ton disque, faut que ta musique soit agréable à écouter. Et ce qui contribue en grande partie au plaisir que prend l'auditeur, c'est la production. C'est là qu'on voit l'importance de Dr. Dre dans leur succès. Rien qu'avec la démocratisation du gangsta rap et l'influence de NWA, Dr. Dre ajoute sa première pierre à l'édifice de l'immense monument qu'est le hip-hop. Mais il s'arrête pas là, il est encore loin d'en avoir fini. Malheureusement, le règne de NWA ne durera pas indéfiniment. Tout part d'Ice Cube. C'est l'un des membres les plus talentueux et importants du groupe, du fait qu'il écrivait presque tous leurs textes. En gros, il va avertir plusieurs fois les autres membres de la Doug qui se prenaient sur leur contrat et qui se faisaient mener en bateau par Jerry Heller et Eazy, les boss de leur label Ruthless Records. Je vais pas en refaire toute l'histoire de NWA, si vous voulez, vous pouvez regarder le film Straight Outta Compton qui résume très bien ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est le départ d'Ice Cube qui fera que chacun va s'en aller petit à petit. Dr. Dre ne fait pas exception et après ça, il va s'associer avec Suge Knight pour créer un tout nouveau label, Death Row Records. Bon, du coup, qu'est-ce que Dr. Dre apporte vraiment au rap quand il est chez Death Row ? Énormément de choses en vrai. Mais surtout, il ramène un gars en particulier. Un mec devenu tellement populaire et respecté avec le temps qu'il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Ce mec, c'est Snoop Doggy Dogg. Pour l'anecdote, le demi-frère de Dr. Dre, Warren G, il est aussi rappeur, lui présente son groupe 213 à une pool party. Après la prestation, Dr. Dre retient un gars en particulier, Calvin Cordoza Brodus Jr, appelé Snoop Doggy Dogg à cette période. Il kiffe son style posé et son personnage. Conscient de son potentiel, il le fait signer chez Death Row et l'invite sur la BO du film Deep Cover en 92 qui cartonne. Sur cette bonne lancée, Dr. Dre va sortir son premier album The Chronic à la fin de cette même année 92. Et un truc retient particulièrement l'attention des gens qui achètent l'album, c'est le très grand nombre de featuring et l'omniprésence de son nouveau poulain Snoop Dogg. Et puis là, à la première écoute, ils comprennent pourquoi Dr. Dre l'avait choisi. 3 into the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Before I have to pull the strap out the cut. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay, Doggy Dogs in the motherfucking house. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay, Death Row's in the motherfucking house. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck the dick. Get the fuck out of here, done. Then I hops in my to make a quick run. La
rigueur de la production est toujours aussi élevée et sa patte artistique se fait ressentir sur l'entièreté de l'album. La qualité globale du disque et les hits font en sorte qu'il termine à la 3ème place du Billboard 200 et fait triple platine. Mais c'est surtout un terrain de jeu pour Snoop qui lui permet d'acquérir une certaine notoriété très utile par la suite. On y vient. La popularité de Snoop va complètement exploser grâce à The Chronic. Ce qui est surprenant et qui témoigne d'un vrai talent, c'est le fait d'être autant épais sans même avoir sorti d'album solo. La suite logique serait donc de préparer le sacre de Snoop avec son propre album Doggy Style. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, someway keep coming up with funky ass shit like every single day. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. C'est cet album qui lui permet de devenir l'icône qu'il est aujourd'hui. Et à part Snoop, Dr. Dre va travailler avec de nombreux artistes et producteurs comme Daz Dillinger ou Tupac. Et il va participer à des projets marquants de l'histoire de Death Row comme All Eyes on Me ou Dog Food. Si on reste sur ce que Dre a amené au rap à long terme, il va créer un tout nouveau style de rap, la G-Funk. Pour synthétiser, c'est un sous-genre du rap qui consiste à mettre une instrumentale de funk posée à laquelle on superpose un texte de rap violent qui parle de gang, de femmes ou de weed. Donc pour résumer, c'est juste du gangsta rap avec des prods de funk. Je suis sûr que vous connaissez déjà. Donnez plusieurs exemples pour que vous captez vraiment le délire. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search know what's up with 213. It ain't no Même si Dre il a beaucoup de succès chez Death Row, il est avant tout un passionné de musique. Et ce qui se passe dans les studios du label ne lui plaise pas du tout. Rappelons quand même que Suge Knight, le boss du label, mais aussi l'associé de Dre, est un membre des Bloods. Et que comme beaucoup de membres de gang, ils ont des pratiques assez bizarres et qu'il aura directement des règlements de compte assez sauvages dans les bureaux. Je me souviens de cette fois où Suge a littéralement fait boire un saut de pisse à un mec qui lui avait soi-disant volé de l'argent. Les mises à tabac et la criminalité qui entourait les studios finissaient vraiment par mettre à bout Dre. Il décide finalement après 50 bons hello service de quitter Death Row pour se lancer tout seul dans quelque chose qui lui tenait beaucoup plus à cœur. Et cette chose, je suis sûr que vous la connaissez déjà, parce qu'en 1996, il décide de créer Aftermath Entertainment. Malheureusement, il va connaître un début assez compliqué et ce sera la toute première fois dans sa carrière. Bien que ça puisse paraître contre-intuitif avec ce que je vais vous dire, l'un des premiers projets de ce label est un groupe assez ambitieux composé de plusieurs très gros rappeurs. Nas, Foxy Brown, AZ et Nature forment The Firm, une sorte de super groupe produit par Aftermath qui vont sortir un seul et unique album en 1997. Your whole plans, no cold hands, live with a hunger to hold. So from state biz to large cats and lace cribs, it's firm biz. Y'all know what time it is. Même si l'album fait 10 de platine, ce sera un résultat plutôt décevant pour Dre qui a de bien plus haut standard, et ça il le dira même dans le son Forgot About Dre. Son label sera alors dans une très mauvaise posture et Dre fera une petite dépression. Et là par hasard il entend une cassette qu'un stagiaire d'Interscope lui avait ramenée. Il se tape une barre en écoutant et sent le potentiel derrière. Il va alors demander à Jimmy Iovine, le patron de sa maison de disques, de le contacter. Il se renseigne un peu sur le type et retourne vers Dre. Ils sont assez gênés et finissent par avouer qu'il est blanc. Trop mis en contexte pour ceux qui ne comprendraient pas forcément le problème ici. À cette époque, les rappeurs blancs sont encore très méprisés et pas prêts au sérieux contrairement à aujourd'hui. Mais Dre, quand il apprend la nouvelle, il rit et affirme que c'est encore mieux. Je pense que vous avez compris, ce fameux rappeur, c'est Eminem. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm a M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Cursing that you play is worse than Morty Schottenheimer. Hi, my name is what? My name is Slim Shady. I'm cancerous, so when I dish, you wouldn't wanna answer this if you responded back with a battle rap you wrote for cannabis. I strangle you to death and I choke you again and break your fucking legs till your bones poke through your skin. 10 millions d'albums vendus dans le monde. C'est devenu avec le temps un classique. Mais surtout, c'est un grand soulagement pour Dr. Dre qui est enfin de retour dans le game. Parce que si on raconte souvent que Dre a sorti Eminem de la misère et qu'il l'a soi-disant sauvé, c'était aussi le cas dans l'autre sens. Parce que c'était pas non plus à grande joie chez Aftermath. Donc les deux se sont complétés. C'est pourquoi sous l'impulsion du Slim Shady LP, Dr. Dre décide de sortir la suite de The Chronic à la fin de l'année. Et là, c'est vraiment juste un massacre. DP, JC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. When Q was rolling with Lorenzo in the Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the Benz
pens and pencils. Got down to business, but sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. Stop. Pourquoi l'album il s'appelle The Chronic 2001 alors qu'il est sorti en 99? J'ai la réponse à cette question que vous ne vous êtes probablement même pas posée. Vous vous souvenez de Suge Knight, l'ancien associé de Dr. Dre? Bah quand son partenaire a quitté Death Row, il était pris d'une colère noire. Et maintenant il fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour lui mettre des bâtons dans les roues. Suge avait alors anticipé le fait que Dre allait nommer son prochain album Chronic 2000 et décide d'appeler une compilation de plusieurs artistes signés chez Death Row en ce même nom. Pour éviter les problèmes liés aux droits d'auteur, il s'est vu contraint d'appeler son album The Chronic 2001. Maintenant qu'on a fini cette parenthèse, on peut retourner à la suite de l'aventure Aftermath. Du coup Eminem va lui rapporter très gros avec ses différents albums. Et c'est aussi lui qui va dénicher le prochain gros artiste de l'équipe. Je vais vous expliquer. À cause de problèmes avec Supreme, un gros bonnet de New York, 50 Cent ne peut plus signer dans sa ville natale. Il cherche alors désespérément un label où il pourrait exercer sa musique et finit par croiser la route d'Eminem qui est admiratif devant son travail. Il le présente à Dre qui reste sceptique et après quelques négociations, il devient membre de Shady Records, une sous-branche d'Aftermath. Et là, une fois de plus, il roule sur l'industrie. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm tryna be what I'm destined to be. And niggas tryna take my life away. Mais comme c'était pas assez, Dr. Dre va dégoter une toute nouvelle perle originaire elle aussi de Compton en 2010. Ce gars, vous avez sûrement dû le voir passer sur les réseaux, surtout avec ce qui s'est passé récemment, parce que c'est nul autre que Kendrick Lamar. Pour une fois, Dre ne va que le produire et ne pas lui composer d'instrumental. Mais par contre, il va lui donner des conseils cruciaux qui lui ont aidé en partie à obtenir autant de succès, comme le fait de lui avoir recommandé de plutôt sortir Swimming Pool en single. Et Dr. Dre ne se trompe pas du tout parce qu'il finira 5 fois platine. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive. Bon du coup en résumé, Dr. Dre il a amené Snoop Dogg, Eminem qui a lui aussi ramené 50 Cent et enfin Kendrick Lamar. Ça c'est le gros du gros, sans oublier tous les autres artistes qui ont émergé par réaction en chaîne. Si ça c'est pas faire partie d'une des figures principales du rap, je ne sais plus quoi vous dire. Donc là on a vu à quel point il est important, mais maintenant il s'agirait de savoir pourquoi. Bah ouais, si t'as autant de succès dans presque tout ce que tu fais, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Et ça on pourrait le résumer en un seul mot, perfectionnisme. Dr. Dre est un perfectionniste, c'est-à-dire que quand il commence un truc, il s'arrêtera pas tant qu'il estime pas que c'est assez bien. Et vu ses critères, il est prêt à recommencer des centaines de fois s'il le faut. Vous pouvez croire que j'abuse, mais je rigole pas. Il a vraiment fait réenregistrer un seul mot à tout short pendant plus de 8 heures. Mais selon ses dires, ça valait le coup. Pour lui, c'est le meilleur couplet qu'il a fait toute sa vie. And I go, the pussy. And then Dre say, no, say the pussy. And I go, the pussy. And then he say, no, the pussy. We did that shit for 4 hours. It's the best verse I ever spit in my life. Et c'est relativement pour ça qu'il met autant de temps à sortir un album. Il s'assure que tout soit parfait. Et ça peut être une qualité comme un défaut. On attend toujours son dernier album Detox qu'il nous tease depuis plus de 20 ans. Mais au moins quand il sort un truc, on est sûr que ça va être une masterclass. Donc couplé à sa rigueur, Dr. Dre est un gros travailleur. C'est ce qui fait qu'il arrive à aiguiser toutes ses compétences. Et tout ça, ça lui donne une expérience démesurée qui lui permet d'être extrêmement bon dans plein de domaines. Que ce soit en tant que producteur, rappeur ou encore businessman. Oui, businessman aussi. Parce qu'André est en plus un homme d'affaires d'excellence. Et ça on a pu le voir de nombreuses fois dans sa carrière. Mais on va prendre l'exemple le plus marquant, puisque c'est grâce à ça qu'il sera devenu milliardaire. Petite question, qu'est-ce qu'on utilise pour écouter de la musique? Haut-parleur? Écouteur? Ouais, mais il y a aussi les casques. Et vous savez qui est réputé pour produire de la qualité peu importe ce qu'il fait? Bah Dr. Dre du coup. Donc pourquoi pas rester dans le domaine qu'il connaît le mieux et vendre des casques? Tout commence en 2006. Le piratage de la musique en ligne se démocratise de plus en plus. Et ça rend Dre complètement fou. Parce qu'en plus de lui voler son travail, la qualité audio des sons piratés sur les appareils audio d'Apple est médiocre. Et maintenant je pense que vous le connaissez. Vous avez vu tous les efforts qu'il met en place pour rendre le son toujours un petit peu meilleur. Donc avec ces problématiques, une idée germe dans la tête de Dre. Va créer sa propre marque de casque, les Beats by Dre. Kinda makes you wish we didn't have such great battery life. Yep. S'entoure des meilleurs pour nous offrir le meilleur produit possible avec un design élégant, une qualité sonore exceptionnelle, mais surtout c'est l'un des premiers à avoir créé la réduction de bruit. Et ça lui vaudra un procès dont on ne va pas parler avec Bose qui affirme que Dre a volé leur concept. Bref, après une grosse campagne de pub qui avait pour but de mettre en avant ses casques, ils deviennent un phénomène. Ça devient tellement gros qu'en 2014, Apple pointe le bout de son nez et demande à racheter l'entreprise. Donc là, gros coup de poker. On ne sait pas combien exactement Dre obtient après avoir vendu ses parts à Apple, mais la seule chose qu'on sait, c'est que ça lui permet de devenir l'homme le plus riche du rap. Mais si on zappe le produit en lui-même,
lui-même, qu'est-ce qui l'a rendu si populaire? Parce que des casques de qualité, en vrai on en connaît beaucoup, mais très peu ont pu arriver à la cheville des Beats by Dre. En gros, si les casques arrivaient à se vendre aussi bien, c'est grâce à son image. Une image qui témoigne de la qualité des produits qu'il propose. Parce que si Dr. Dre ne reste rien au hasard dans sa musique, il devrait logiquement garder le même état d'esprit dans la réalisation de ses casques. Et cette réputation, il a mis des longues années à la construire. Mais cependant, celle-ci aurait pu être complètement anéantie alors qu'il était encore au début de sa carrière. Et par extension, beaucoup de choses que vous connaissez aujourd'hui dans la rap auraient pu être bien différentes. C'est pourquoi je vais vous raconter dans les prochains instants une histoire assez sombre dans la vie de Dr. Dre qui aurait dû lui coûter son succès resplendissant. You gonna take advice from somebody who slapped D-Bone? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'album 2001, et dessus, il y a un morceau qui va nous intéresser maintenant, The Message. From anxious to believing real G's don't cry. If that's the truth, then I'm realizing I ain't no gangster. It's just not me. But you know I'ma always ride with you. I miss you. Sometimes I wish I just died with you. Dedans, il revient sur la mort de son demi-frère Tyree qui est décédé quelques années en arrière, à une époque où Dre commençait à percer grâce à NWA. Pour recontextualiser, il faut revenir en 89, en plein milieu de l'ascension du groupe. Tyree, qui était admiratif devant le succès qu'avait trouvé son grand frère dans le rap, avait envie de faire exactement pareil. Il avait acheté du matériel et avait déjà commencé à enregistrer plusieurs démos. Il demandait souvent à Dre de l'emmener avec lui en tournée pour apprendre avec lui. Mais il refusait toujours, disant qu'il l'emmènerait quand il sera plus grand, jusqu'à ce triste jour. Alors que Dre est en tournée avec NWA, il reçoit un appel de sa copine qui lui annonce sa nouvelle. Après une altercation, Tyree s'est fait pousser et tombe au sol. Le choc est si violent que ça lui brise la nuque. Choqué de ce qu'il vient d'entendre, Dr. Dre est d'abord énervé, puis se calme et la tristesse reprend le dessus. Fond en larmes et c'est à partir de là que sa descente aux enfers va commencer. Il vient s'ajouter au décès de son frère un autre drame dans la vie d'André. Au sein d'NWA, il y avait principalement deux mecs qui écrivaient les textes. Tout d'abord Ice Cube, qu'on connaît très bien pour sa musique et ses rôles sur le grand écran, mais il y en a un autre qui est souvent oublié. D.O.C. traînait souvent avec les membres de NWA dans le studio et lui arrivait parfois d'écrire quelques textes pour eux. Très apprécié pour son style d'écriture et son talent, Dr. Dre décide de le produire pour son album solo No One Can Do It Better en 1989. Knowledge and the talent that my mother had born to her equals an artist I won't be born. What is that, Dre? It's the formula. I am not illiterate, no, not even a little bit. Nothing like an idiot. Get it? You want the record? Cool, I'm with it. Il obtient un certain succès commercial et critique et annonce une carrière prometteuse. Lui et Dre vont se lier d'une grande amitié. Mais c'est à la fin de cette même année qu'il va lui arriver une tragédie qu'il sera pas prêt d'oublier. Un soir, alors qu'il est sous l'emprise de plusieurs substances illicites, il fait l'erreur monumentale de prendre le volant. Après quelques minutes de conduite, il s'endort en plein milieu de la route et s'encasse dans un arbre. S'en sort plutôt bien au vu de l'accident qui lui est arrivé et récupère assez vite. Mais un problème majeur, surtout pour lui qui est rappeur. L'accident lui a brisé ses cordes vocales, ce qui fait qu'il peut plus rapper comme il avait l'habitude de le faire avant. I found that out years later, right? I found out that there's a process that they go to when it's life-saving measures, trying to establish a breathing tube down my throat. And just dislodged a larynx, the vocal box. Et ça, en plus de mettre mal dit aussi lui-même, ça a touché son ami Dre et rajouté une couche en plus de la mort récente de son demi-frère. Et du coup, il va sombrer dans une dépression assez violente. Mais le truc avec Dre, c'est que quand ça va pas trop, il se met à boire. Et dans ce cas précis, il est tellement au fond du trou qu'il s'encline plusieurs bouteilles d'alcool par jour. Donc pendant cette période, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a Ice Cube qui a déjà quitté le groupe depuis 1989. Et les deux parties vont se clasher publiquement à travers plusieurs morceaux. Damn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you're just wet and soft. First you was down with the AK. And now I see you on a video with Mission Lake, looking like straight bozos. I saw it coming, that's why I went solo. La tension est palpable entre les deux camps, et pour une émission, Dee Barnes, une journaliste, interviewe Ice Cube et le reste du groupe. Sauf qu'après, en post-production, le montage fait que l'interview d'Ice Cube est placée juste après l'interview assez salée d'NWA. Dedans, il les tourne au ridicule en répondant à leurs attaques, et à la toute fin, il se moque de D.O.C. sur son récent accident. Ice Cube won't pump it up. I got all suckers 100 miles and run. Like to give a shout out to the DOC. Tout ça ne va pas plaire à Dre, et pendant une soirée organisée par le label Def Jam, Dr. Dre, complètement ivre, va apercevoir Dee Barnes, et toujours contrarié à cause de l'interview, il s'approche d'elle, l'attrape par les cheveux et la jette au sol. Il va ensuite lui asséner plusieurs coups de pied dans les côtes alors qu'elle sera toujours par terre. They grabbed me by my hair and started slamming me up against the wall. It's a painful and traumatic experience. Après ce cauchemar, elle va poursuivre Dre en justice. Et grâce à sa notoriété, il s'en sortira qu'avec $2500 d'amende et 200 heures de travaux d'intérêt généraux. C'est illusoire comparé à ce qu'il a fait, et ce qui est encore pire, c'est que Dee Barnes n'est pas la seule victime. Quelques années plus tard, l'ex-femme de Dr. Dre, Michelle Lay, va sortir du silence et dire qu'elle a elle aussi subi des violences de la part de son ex-conjoint. One night he came in, I guess he went out with stock and yelling, and he came in drunk and just took off and
Suck me that. Assez bizarrement, tout sera fait en sorte pour qu'on ne parle plus du tout de cette histoire. Et après avoir fait taire Dee Barnes sur la blacklistant de l'industrie du divertissement, ils ont peut-être réussi à enterrer cette affaire. Mais c'est aux alentours de 2015 qu'on en a réentendu parler avec le biopic sur NWA Straight Outta Compton. Dans le film, on assiste à la naissance et à la mort du groupe, mais une critique assez virulente fait ressurgir le passé de Dr. Dre. Où est l'affaire avec Dee Barnes? La meilleure excuse qu'ils aient pu trouver était le fait qu'ils n'avaient pas le temps d'inclure ça en plus parce que le film se concentre principalement sur NWA. Du coup, pour pas ruiner son contrat avec Apple, Dr. Dre va d'abord faire des excuses sur les réseaux et quelques temps plus tard, on le verra demander pardon sur son documentaire The Defiant Ones. Any man that puts his hands on a female is a idiot. He's out of his mind, and I was out of my mind at the time. I paid for it. I'm sorry for it. And I apologize for it. Même si ses excuses ont l'air très sincères, son acte est répugnant et lâche. Lui-même le dit, mais malgré ça, il a quand même réussi à cartonner dans sa carrière musicale. Le public et l'industrie ont ignoré ses faits, et la victime de l'histoire est celle qui a eu la conclusion la plus triste. Puisqu'en s'étant fait boycotter, elle ne pouvait plus travailler avec personne. En 2019, elle a même avoué dans un média qu'elle était ruinée et qu'elle vivait littéralement à la rue. Donc en conclusion, celui qui aurait dû être puni est celui qui a le mieux fini. Même si Dr. Dre n'a pas vraiment eu de conséquences négatives, rappeler ses anciens démons a permis de redonner un avis plus critique aux personnes qui se sont intéressées à son histoire. Et encore aujourd'hui, certains lui reprochent toujours d'être illégitime aux Hip Hop Awards ou que son apparition aux côtés de Kendrick Lamar pour dénoncer Drake était assez ironique au vu de ce qu'il a connu dans le passé. Mais s'il est toujours au sommet du rap, c'est bien pour les raisons que j'ai citées juste avant. C'est un très gros travailleur et son art lui a permis entre autres de passer entre les mailles du filet. Parce qu'une chose est claire, Dr. Dre reste l'un des personnages les plus importants de l'entièreté de ce genre musical.